Junk 1. 1. Et les gens, je veux dire, pas seulement les gens comme moi qui ont des problèmes de maladie mentale, mais tout le monde, je veux dire, c'est beaucoup de stress et c'était dur. Kim Novak était la plus grande star d'Hollywood, 1958. Elle aurait pu détruire la carrière de n'importe qui avec un simple coup de téléphone. Pourtant, elle est restée silencieuse sur Tony Curtis pendant 63 ans. Pourquoi l'actrice la plus puissante du monde garderait-elle un secret aussi sombre? La réponse réside dans un système qui protégeait les hommes et détruisait les femmes. Lorsqu'elle a finalement pris la parole 2021, ses mots ont été dévastateurs. Elle a révélé non seulement ce que Curtis aurait fait, mais aussi pourquoi elle n'a jamais pu le dire à personne. Kim Novak est née Marilyn Pauline Novak le 13 février 1933, dans un appartement exigu de Chicago. Ses parents venaient de République tchèque, à la poursuite du rêve américain. Mais ils n'ont trouvé que des difficultés. Son père, autrefois enseignant, travaillait comme employé de chemin de fer, gagnant seulement 18 $ par semaine. Sa mère rentrait chaque soir à la maison avec les mains tachées par le travail à l'usine. Il parlait un mélange de tchèque et d'anglais, s'accrochant aux vieilles valeurs, tout essayant de survivre dans un nouveau monde. Kim et sa sœur Arlene ont grandi entourés de difficultés. Le rêve semblait lointain. Kim était terriblement timide. Si timide, fait qu'elle se cachait derrière les rideaux du salon lorsque des invités venaient. À l'école, son silence faisait d'elle une cible facile. Les professeurs se moquaient d'elle. Ses camarades de classe l'appelaient Novak la bizarre. Et elle s'est évanouie une fois lisant sur scène devant des centaines de personnes. Chaque bulletin scolaire disait la même chose. Réservé, a besoin d'aide. Mais à l'intérieur, Kim débordait de couleurs. Elle s'évadait dans l'art, peignant et sculptant pendant des heures. 1951, elle a obtenu 2 bourses d'études à la School of the Art Institute de Chicago. Cela aurait dû être le début d'une carrière artistique, mais la vie l'a entraînée dans une direction différente. L'argent s'est épuisé. Kim a pris tous les emplois qu'elle pouvait. Elle a travaillé comme opératrice d'ascenseur, gagnant 35 $. 35 $ par semaine. Chunk 2. Elle s'est évanouie lors d'une extraction dentaire tant qu'assistante dentaire. Elle ne pouvait pas parler aux clients chez Saks Fifth Avenue. Finalement, elle a décroché un emploi de promotion 1953, tant que Miss Deep Freeze, voyageant à travers l'Amérique pour promouvoir les congélateurs domestiques. Elle portait des tenues scintillantes et souriait pendant des quarts de travail de 10 heures dans les foires de comté. Ce n'était pas glamour, mais cela lui a appris à se produire devant des gens, ce qu'elle n'avait jamais été capable de faire auparavant. Mars 1954, avec seulement 200 $ d'économie, elle a acheté un billet aller simple Greyhound pour Los Angeles. Après 3 jours sur la route, elle s'est arrivée au studio RKO pour auditionner pour un petit rôle dans La ligne française. Elle a attendu au soleil pendant 6 heures. Le directeur de casting a jeté un coup d'œil rapide et l'a renvoyée. Mais alors qu'elle se tenait dans la file d'attente du rejet, quelque chose s'est produit. Le découvreur de talent de Colia Pictures, Harry Cohn, l'a repérée. 2 jours, elle avait un contrat. Elle n'était plus Marilyn Novak. Elle était maintenant Kim Novak. Mais la transformation n'a pas été douce. Cohn lui a dit carrément « Personne ne regardera un film avec un nom de Pâques ». Il a griffonné Kim Novak sur le contrat, puis vinrent les ordres. Perdez du poids, décolorez vos cheveux, portez des pulls blancs moulants. Elle devait devenir la réponse de Columbia à Marilyn Monroe. Cohn a engagé des détectives privés pour suivre ses rendez-vous et s'assurer qu'elle restait exempte de scandale. Lorsque le tournage de Femme Cage a commencé, Kim murmurait à peine ses lignes. Cohn était furieux. Des coachs d'acteurs l'ont entraînée pendant des heures. Elle ne pouvait pas marcher et parler même temps. Alors, ils ont retiré les accessoires de ses scènes. Pendant une prise, elle a dû gifler Fred MacMurray. Elle a pleuré pendant 1 heure avant de pouvoir le faire. Sur le film suivant, les scénaristes ont dû changer ses lignes sur place parce qu'elle était trop bouleversée pour parler. Malgré tout, Cohn a agi rapidement.
Femme Cage était sortie juillet 1954. Seulement 4 mois plus tard, Pff est sorti Sale. Puis It Fuzz est venu Picnic avec William Holden, son plus grand succès, et 5 hommes à abattre. 4 films, une seule année. Chunk 3. Cette rapidité a fonctionné. 1956, Kim Novak a été élue la star la plus rentable au monde. Elle a conservé ce titre pendant 3 années consécutives. Ces films ont rapporté moyenne plus de 90 millions de dollars chacun, chiffre d'aujourd'hui. Columbia n'avait jamais vu de tels chiffres auparavant. Fin août 1957, Kim Novak a rencontré Sammy Davis Jr. dans une boîte de nuit de Chicago. C'était électrique, mais ils connaissaient tous les deux le danger. Seuls 4% des Américains étaient favorables au mariage interracial et 17 États l'interdisaient encore. Leur vie était liée à des contrats de studio et à des cinéphiles dans des endroits où une telle relation pouvait tout anéantir. Alors, ils l'ont caché. Ils se rencontraient dans des ruelles, empruntaient les voitures d'amis et utilisaient des téléphones publics. Sammy signait des photos sous le nom de Bill pour éviter les soupçons. Ils se sont fréquentés secrets pendant 5 mois intenses, se déplaçant entre Las Vegas et Malibu. Mais le monde extérieur a commencé à se rendre compte. Une chronique de Potin a fait allusion à une star blonde et à un chanteur noir. Les téléphones de Columbia ont explosé d'appels. La romance était réelle, mais le risque augmentait. Novembre, le patron de Columbia, Harry Cohn, a appris la nouvelle. Il était furieux. Il avait des liens avec des gangsters de Chicago et considérait Novak comme l'une de ses stars les plus précieuses. Ses films rapportaient plus d'un tiers du box-office annuel de Columbia. Il l'a convoqué, a claqué une arme sur la table et l'a averti que les cinémas du Sud interdiraient ses films si elle ne mettait pas fin à cette relation. Il tremblait de rage, prenant des pilules pour le cœur parlant. Kim a quitté cette réunion terrifiée. Elle adda plus tard que Cohn croyait qu'il était son propriétaire à part entière. Puis sont venus les gangsters. Le 2 janvier 1958, Mickey Cohen a vu le père de Sammy sur un hippodrome et a clairement fait comprendre que Sammy devait rompre avec Kim sous peine de subir de réelles violences. Mickey avait un passé de meurtre et contrôlait des dizaines de millions de dollars de racket. Il a offert une porte de sortie. Sammy devait rompre immédiatement. Chunk 4. Le père de Sammy l'a appelé depuis la piste. Sammy a laissé tomber le téléphone entendant cela. Il savait que c'était sérieux. Le même jour, un gardien du studio a empêché l'ami de Novak de lui remettre un mot d'avertissement. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Quelques jours plus tard, Sammy a reçu un autre appel. Maintenant, c'était encore pire. Il avait 24 heures pour épouser une femme noire ou perdre ses jambes et son œil restant. À 2 heures du matin, il a offert à une showgirl nommée Lori White 25 000 $ pour l'épouser. Elle a accepté. À 10 heures du matin, ils se sont mariés à l'Hôtel 100 lors d'une cérémonie précipitée. Ils se tenaient à côté d'un verre à martini de 6 pieds, de haute étiqueté Bonheur. Les photographes ont pris des photos d'eux souriants, mais tout cela n'était que pour la forme. Cette nuit-là, Sammy s'est saoulé et a essayé de l'étrangler. Il a crié qu'il ne le laisserait pas vivre sa vie. Le mariage a fait la une des journaux 2 jours plus tard, et la menace qui pesait sur lui a été levée. Kim Novak l'a découvert le lendemain matin. Elle a vu la photo du mariage sur un kiosque à journaux. Elle s'est enfermée dans sa caravane et a pleuré si fort qu'elle a dû utiliser des poches de glace sur son visage entre les prises. Columbia a déclaré que le problème était réglé et a interdit à quiconque de mentionner le nom de Sammy autour d'elle. Elle s'est éloignée de tout. Les chroniques de Potin disaient qu'elle sortait maintenant avec un producteur, mais des amis ont dit que c'était juste pour se protéger. À la maison, elle restait éveillée toute la nuit à dessiner des chevaux et disait qu'elle avait l'impression d'être ballottée. Ce moment a brisé quelque chose, elle. Elle a décidé de quitter Hollywood et a été complètement hors du système 1966. Quelques mois plus tôt, Novak avait accepté le plus grand rôle de sa vie.
Alfred Hitchcock avait perdu son actrice principale à cause d'une grossesse et a offert à Kim les rôles de Méline et de Judy dans son prochain film. Elle n'a pas fait de bout d'essai. Columbia l'a prêté pour 250 000 et Kim a refusé de commencer tant qu'il n'avait pas doublé son salaire, le faisant passer de moins 250 par semaine à 3 000 Hitchcock lui a donné la liberté sur le plateau. Chunk 5. Il lui disait où se tenir et comment parler, mais laissait le reste à son appréciation. Elle détestait le tailleur gris que son personnage devait porter, mais elle l'a quand même porté, le qualifiant d'uniforme de prison. Elle a construit 2 personnages distincts uniquement par sa façon de bouger. Méline flottait. Judy était avachie. Elle n'avait jamais pris de cours de théâtre, mais ses choix sont devenus le cœur du film. Lorsque Sueur froide, Esses est sorti, mai 1958, il a à peine réalisé de bénéfices. Il s'est classé 21e pour l'année et a rapporté un peu plus de 3 millions de dollars avec un budget de 2 millions et demi. Les critiques ont dit qu'il était trop lent. Hitchcock a imputé la performance du film au fait que Jimmy Stewart était trop vieux. Il a fallu des années pour que les gens voient ce qui rendait le film spécial. 1983, il a été réédité. 2012, il avait grimpé au sommet de la liste des meilleurs films du British Film Institute, battant Citizen Kane. Il est resté près du sommet dans le classement de 2022. Ce qui semblait autrefois être un mystère lent est devenu l'un des chefs-d'œuvre les plus étudiés du cinéma. Le jeu d'acteur de Novak ne venait pas de manuels scolaires ou d'école d'art dramatique. Elle n'a utilisé aucune technique formelle. Elle a dit qu'elle jouait avec ses tripes. Elle avait grandi dessinant et cela lui avait appris à voir les formes et les émotions dans les petits détails. Hitchcock, connu pour contrôler tous les mouvements de ses actrices, l'a laissé essayer différentes lectures. Il se souciait de l'apparence, du tailleur gris, de la coiffure, mais faisait confiance à son instinct. Les critiques la qualifiaient autrefois de trop froide. Aujourd'hui, il souligne ses pauses, ses hésitations et la façon dont ses yeux se détournent avant de parler. Ces choses ont donné à Judy et à Méline leur profondeur obsédante. Mais derrière son image froide se cachait une femme qui avait été profondément blessée. Adolescente à Chicago, elle avait été violée dans une voiture par des inconnus. Elle ne l'a jamais dit à ses parents. Elle a dit plus tard que le traumatisme, combiné à la maladie mentale dans sa famille, provoquait des crises de panique sur le plateau. Elle se sentait jugée par la caméra elle-même. L'équipe de Columbia n'a fait qu'ajouter à la pression. Chunk 6. Ils ont remodelé son visage pour qu'il ressemble à celui d'autres stars, l'ont forcé à perdre du poids et l'ont traité davantage comme un produit que comme une personne. Elle a suivi les règles, mais a trouvé la paix dans la peinture. C'était le seul endroit où elle se sentait maîtresse de la situation. À l'écran, elle avait l'air calme et posée, mais à l'intérieur, elle avait l'impression que quelque chose s'était fissuré et ne s'était jamais complètement guéri. Pendant ce temps, Tony Curtis est né Bernard Schwartz le 3 juin 1925 dans un hôpital de Manhattan, à quelques pâtés de maison d'East Harlem. Ses parents étaient des immigrants juifs hongrois qui essayaient de gagner leur vie dans le Bronx. L'argent était si rare qu'il se privait souvent de repas. Il n'a parlé que hongrois jusqu'à l'âge de 6 ans, ce qui a fait une cible facile pour les brutes à l'école. 1933, alors qu'il avait 8 ans, la Grande Dépression a forcé ses parents à le placer, ainsi que son jeune frère Julius, dans un orphelinat. Il a dit plus tard que c'était la période la plus solitaire de sa vie. 4 ans plus tard, la tragédie a frappé à nouveau. Julius a été frappé et tué par un camion. Bernard n'avait que 12 ans. Le cœur brisé et colère, il a commencé à dériver vers de petits gangs. Mais un voisin bienveillant est intervenu, a payé pour qu'il participe à un camp de scouts et lui a montré que le monde pouvait être plus grand que le Bronx. Lorsqu'il a eu 17 ans en 1940, il s'est engagé dans la marine américaine. Il s'est inscrit comme signaleur de 3e classe. Inspiré par les films de sous-marins de Cary Grant, il a travaillé sur l'USS Proteus, un ravitailleur de sous-marins stationné dans le Pacifique.
Là, il a transmis des ordres à l'aide de drapeaux de signalisation et de lampes pendant que le navire réparait des sous-marins dans des endroits comme Midway et Guam. Le 2 septembre 1945, il se tenait sur la passerelle de signalisation dans la baie de Tokyo et a regardé à 1 kilomètre de distance la capitulation officielle du Japon à bord de l'USS Missouri. Après la guerre, le GI Bill a payé ses cours de théâtre. C'est à ce moment-là que Bernard Schwartz a commencé à disparaître et que quelqu'un de nouveau a pris sa place. Le gouvernement a payé 65 $ par mois pour qu'il étudie au nouvel atelier dramatique de l'école. Là, il s'était formé sous la direction d'Erwin Piscor, aux côtés de Walter Matthau, Elaine Stretch et Harry Belafonte. Il a joué de petits rôles de figuration pour 20 $ par semaine et a joué sous son vrai nom dans des pièces comme Thunder et Golden Boy. 1948, l'agent de talent Joyce Selnick l'a vu sur scène et a envoyé son bout d'essai à Universal Pictures. Les dirigeants ont dit que son nom était trop ethnique. Ils ont essayé James Curtis, puis Anthony Curtis, avant de s'installer sur Tony Curtis. Il a adopté ce nom juste avant de monter dans un train pour Hollywood. 1951, Universal lui a donné la vedette dans Le prince qui était un voleur. Chunk 7, il incarnait un pickpocket de Tanger qui découvre qu'il est fait de la royauté. La bande-annonce mettait l'accent sur ses combats à l'épée torse nu, le vendant comme un nouvel Errol Flynn. Le magazine Life a plaisanté, disant qu'il avait dit « Yondu lies the castle of Dalif, my father », une phrase qui n'est jamais apparue dans le film, mais qui l'a suivi pendant des années. Malgré tout, le film a été un succès et a fait de lui une star presque du jour au lendemain. Il avait 26 ans. La même année, le 4 juin, il s'est enfui avec la star de la MGM Janet Leigh dans le Connecticut. Jerry Lewis était leur seul témoin. Universal était furieux. Il l'avait supplié de rester célibataire et lui avait même offert 30 000 $ pour simuler un mariage avec Piper Laurie. La presse les a appelés le couple doré d'Hollywood, mais leur mariage est rapidement devenu le carburant des tabloïds. Les photographes ont campé devant leur maison de Beverly Hills, où ils ont élevé leur fille Kelly, 1956, et Jamie Lee, 1958. Derrière les photos, les choses s'effondraient. Curtis trompait ouvertement Lee et le perfectionnisme de Lee n'a fait qu'ajouter à la tension. Ils ont divorcé le 14 septembre 1962, blâmant davantage les projecteurs que l'un l'autre. Dès le début de leur mariage, Curtis l'a traité comme un outil de publicité. Il a admis plus tard avoir couché avec des co-stars comme Natalie Wood et Gloria DeHaven alors qu'il vivait encore avec Lee. Il passait tellement de temps au manoir Playboy que les journalistes l'ont surnommé « Man After Hours ». Il a affirmé qu'il se contentait de profiter de ce que la vie lui offrait. Mais cette attitude a profondément blessé Lee, encore plus que les gros titres. Même temps, Curtis était jaloux de façon obsessionnelle. 1955, il a appelé la chambre d'hôtel de Lee 12 fois une nuit, exigeant de savoir où elle était. Plus tard, il a même engagé un détective privé pour la suivre pendant le tournage du Candidat manchourien. Le détective n'a rien trouvé, mais Curtis n'y a pas cru. Il était particulièrement paranoïaque à propos de Frank Sinatra, convaincu que toute collaboration entre lui et Lee prouverait une liaison. Leur fille, Jamie Lee, a dit que la suspicion et la surveillance constante empoisonnaient de la maison. Pendant le tournage de « Certains l'aiment chaud » 1958, Curtis a ravivé une romance avec Marilyn Monroe qui avait commencé des années plus tôt. Un mois plus tard, Monroe lui a dit qu'elle était enceinte et qu'elle croyait que le bébé était de lui. Il s'est souvenu avoir été tellement choqué qu'il pouvait entendre les pneus crisser dans la rue. Monroe a fait une fausse couche avant Noël et les patrons du studio ont dit à Curtis de se tenir à l'écart d'elle pour le reste de la production. Chunk 8. Monroe n'a jamais confirmé l'histoire publiquement. Curtis l'a gardée pour lui jusqu'à ce qu'il écrive à ce sujet 50 ans plus tard. Curtis a également lutté contre la dépendance pendant la majeure partie de sa carrière. Il a dit que cela avait commencé avec des somnifères dans les années 1950.
et s'était transformé une consommation quotidienne de cocaïne et d'héroïne. Il a admis dépenser des centaines de dollars par jour. Les réalisateurs ont commencé à se plaindre qu'ils ne pouvaient pas se souvenir des répliques. Dans les années 1970, il a donné des interviews étant allongé sur le sol des hôtels. 1984, il a été hospitalisé pour des lésions hépatiques et est finalement entré à la Betty Ford Clinic. Rétrospectivement, il a dit que les drogues avaient ruiné son travail et sa vie pendant les années où le public pensait qu'il était au sommet du monde. Son mariage s'est vraiment effondré en 1955, après qu'il ait trouvé une note à la maison. Il croyait qu'elle était du chorégraphe Bob Fosse Ali. Des voisins ont dit plus tard qu'ils avaient entendu des cris et des fracas provenant de la maison. Curtis n'a jamais prouvé que la lettre était romantique, mais cela lui a donné une excuse pour cesser de cacher ses propres affaires. Il a mis Lee sur écoute et a engagé plus de détectives. À la fin de la décennie, leur querelle était si grave que même les attachés de presse refusaient de les faire travailler ensemble. Bien qu'ils n'aient divorcé légalement que 1962, la plupart des personnes proches d'eux s'accordent à dire que le mariage a pris fin. La nuit où cette lettre est tombée par terre. C'était la deuxième semaine de novembre 1958, seulement 3 jours après que Kim Novak ait terminé le tournage de sa grande scène dans L'adorable voisine. Tony Curtis et Janet Leigh organisaient une fête dans leur manoir de Beverly Hills pour célébrer les premières rumeurs autour du film. Leur maison sur North Maple Drive était bondée. Plus de 60 invités ont rempli les pièces et le jardin. Cary Grant se prélassait près de la piscine. Billy Wilder jouait du piano. Un jeune Jack Nicholson garait les voitures pour 5 $ chacune. À exactement 21h17, Kim Novak est entrée. Columbia Pictures avait clairement indiqué qu'elle devait être partie avant minuit. Son prochain appel était à 6h du matin. À 21h41, Tony Curtis lui a tendu un verre. Ce n'était qu'un seul verre. 2 osses de scotch avec un trait de soda, sans garniture. Novak a dit plus tard que c'était son premier alcool 23 jours. Elle venait de se remettre d'une grippe et ne buvait pas. Chunk, 9. Curtis a cité une ligne des Vikings, le film qu'ils avaient fait ensemble 6 mois auparavant. Il a dit « Juste un petit verre pour la route, gamin ». Le garçon de maison qui travaillait ce soir-là a dit à la police des années plus tard qu'elle n'avait jamais pris un deuxième verre. Il n'a même jamais retrouvé son verre. 14 minutes plus tard, elle parlait avec le compositeur Elmer Bernstein. Elle était au milieu d'une phrase quand sa vision s'est rétrécie. C'était comme si quelqu'un tordait l'objectif d'une caméra. Puis elle s'est effondrée. Bernstein se souvenait de ses pupilles. Il a dit qu'elles n'étaient pas du genre que l'on voit chez une personne ivre. C'étaient des pointes d'épingle. L'hydrate de chloral, un sédatif souvent utilisé à cette époque, pouvait assommer quelqu'un 15 minutes. Au poids de Novak, même une petite dose, juste une cuillère à café, aurait suffi à le faire. Elle s'est réveillée le lendemain matin à 7h08. Elle était complètement nue et allongée sur le canapé de sa propre maison sur Summit Drive, à 8 km de la fête. Sa Jaguar était dehors, garée de travers. Le compteur kilométrique affichait 37 miles supplémentaires qu'elle n'avait pas enregistrés dans son journal 2 jours auparavant. Sa robe était par terre. La bretelle était déchirée. Elle l'a apportée au pressing à 820 $ et a payé plus de 11 $ pour la faire refaire. Le commis a écrit « pas de questions » sur le reçu. À midi, le studio a appelé. Le chef de la publicité de Columbia, Peter Levatt, lui, a rappelé que le studio avait dépensé 2 millions de $ pour « L'adorable voisine ». Cela représenterait environ 21 millions de $ aujourd'hui. Il lui a dit brutalement « Les scandales ruinent les ventes de billets ». Des notes qui ont été révélées lors d'une vente aux enchères 2018 ont montré que Levatt lui avait même offert le double de l'allocation de garde-robe si elle laissait tomber l'affaire. Elle n'a rien dit pendant plus de 60 ans. Ce n'est que mars 2021, quelques jours avant son 88e anniversaire, qu'elle a finalement dit à voix haute « Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé entre 22h et l'aube ». Et c'est bien là le problème.
Cette nuit a marqué un tournant. La performance de Novak dans L'adorable voisine a montré une facette différente d'elle. C'était son deuxième film avec James Stewart après Sueur froide, et c'était un grand changement. Cette fois, elle n'était pas seulement charmante ou enjouée. Elle était plus calme, plus distante, plus mystérieuse. Chunk, 10. Ce ton la suivrait dans ses rôles futurs. Harry Cohn, qui dirigeait Columbia, avait soigneusement planifié ce film. Il n'a accepté de la laisser jouer dans Sueur froide que si Stewart faisait aussi L'adorable voisine. Cela a fini par être le dernier rôle de Stewart, tant que premier rôle romantique. Dans Liaison secrète, sorti 1960, Novak a atteint le sommet de sa carrière. Elle jouait une femme au foyer solitaire dans la banlieue. Sa co-star était Kirk Douglas. Le film parlait d'ennui, de secrets et de malheur. Il montrait à quel point les femmes pouvaient te sentir piégées dans des maisons d'apparence parfaite. C'était audacieux pour l'époque. Le rôle était difficile et Novak l'a réussi. Elle ne jouait pas seulement une autre belle femme. Elle était nuancée, usée et compliquée. Mais même alors, elle se retirait des projecteurs. Elle n'allait pas à autant de fêtes. Elle évitait les interviews. Sa co-star Ernie Kovacs, qui avait également travaillé avec elle dans L'adorable voisine, a dit qu'elle semblait différente. 1964, les choses avaient changé. Novak a accepté L'emprise du désir, un rôle qui avait appartenu à Bette Davis. Cette fois, elle jouait Mildred Rogers, une serveuse froide qui apporte la misère à un homme qui l'aime. Elle partageait de l'écran avec Laurence Harvey. Le film n'a pas bien marché. Il n'a rapporté qu'environ 1,34 million de dollars aux États-Unis et au Canada. Le personnage qu'elle incarnait meurt de la syphilis. C'était le rôle le plus sombre de sa carrière. À peu près à cette époque, Harry Cohn est mort. Il avait été son plus grand supporter. Sans lui, sa position dans le studio s'est affaiblie. 1966, Novak est partie. Chunk, 11. Elle n'avait que 33 ans. Cette année-là, après quelques films décevants, elle a presque entièrement cessé de jouer. Elle avait été un grand nom du box-office pendant 3 années consécutives dans les années 1950, mais maintenant, elle n'apparaissait plus qu'occasionnellement. Elle a joué de petits rôles dans Le miroir se brisa, 1980, et dans Falcon Crest, à la télévision au milieu des années 80. Les gens de l'industrie pensaient qu'elle était difficile, mais Novak a dit que c'était la seule façon pour elle de survivre. Elle avait besoin d'espace. Elle avait besoin de paix. Elle a choisi de vivre selon ses propres conditions. Son dernier film, Liebastrom, est sorti 1951. Il s'est mal terminé. Le réalisateur Mike Figgis l'a engagée comme écrivaine mourante. Elle était excitée au début. Puis, elle a découvert que le réalisateur avait donné la version plus jeune de son rôle à une autre actrice. Il lui avait dit qu'elle jouerait le rôle complet. Lorsque Novak s'est plainte, Figgis a menacé de couper ses scènes, et il l'a fait. Elle a dit qu'il la traitait comme il pensait que Hitchcock l'avait fait. Il a essayé de la contrôler. Il a essayé de lui faire peur. Cela lui a rappelé tout ce qu'elle avait vécu chez Columbia. Le film a à peine été diffusé dans les cinémas. Novak avait 58 ans. Elle n'a plus jamais joué. La chute de Tony Curtis ne concernait pas seulement la perte de la gloire. Il s'agissait de se perdre soi-même. 1974, pendant le tournage de Lepki, il est devenu accro à la cocaïne. Au début, ce n'était qu'une mauvaise habitude, mais c'est devenu plus sombre. Il a ajouté de l'héroïne au mélange. Son comportement a changé. Il est devenu paranoïaque, colère et jaloux. Il a dit plus tard qu'il avait atteint le point le plus bas de sa vie. Chunk, 12. 1934, son corps s'effondrait. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital avec une cirrhose. Des années de consommation d'alcool et de drogue l'avaient rattrapé. Il a failli mourir. Ce moment l'a poussé à s'inscrire à la Betty Ford Clinic, où il a finalement fait face à sa dépendance. Mais le mal était déjà fait. L'argent qu'il avait gagné pendant des décennies avait disparu. Les mariages, les drogues et les factures médicales ne lui ont laissé que peu de choses. À un moment donné,
il a vécu au manoir Playboy et a affirmé avoir couché avec plus d'1 millier de femmes, mais à la fin, il avait du mal à joindre les deux bouts. Curtis est décédé le 29 septembre 2010. Il était 21h25 lorsqu'il est décédé à son domicile de Henderson, dans le Nevada. Il avait 45 ans. Ses poumons l'avaient lâché depuis des années. Il avait fumé beaucoup pendant des décennies, ce qui a conduit à une bronchopneumopathie chronique obstructive. 2 mois plus tôt, juillet, il avait été transporté d'urgence à l'hôpital après une crise d'asthme lors d'une signature de livre. 1994, il avait subi une crise cardiaque et avait eu besoin d'un pontage coronarien. Même s'il avait arrêté de fumer 30 ans plus tôt, les dommages causés à son corps ne se sont jamais arrêtés. 11 ans après sa mort, une accusation choquante a été révélée. Mars 2021, Kim Novak s'est rendue au podcast Awards Chatter. Elle avait 89 ans à l'époque. Pour la première fois, elle a parlé publiquement de quelque chose qui la hantait depuis 1958. Elle a dit que Tony Curtis lui avait donné un verre lors d'une fête à Hollywood. Elle n'a bu qu'un seul verre ce soir-là, mais ensuite, tout est devenu noir. Quand elle s'est réveillée, elle était étourdie et confuse. Elle ne portait pas de vêtements. Novak a dit qu'elle n'avait jamais eu de trou noir auparavant et qu'elle croyait que Curtis avait drogué son verre. Ses mots étaient clairs et déchirants. « Je pense que Tony Curtis l'a fait. Elle n'a rien dit à personne pendant plus de 6 décennies. Non pas parce qu'elle avait oublié, mais parce qu'elle avait peur. » Chunk, 13. Dans les années 1950, Hollywood n'était pas un endroit sûr pour s'exprimer. Les femmes qui parlaient perdaient tout. Novak était sous contrat avec Colia Pictures. Le chef du studio, Harry Cohn, avait une emprise ferme sur sa vie. Il avait déjà fait pression sur elle pour qu'elle mette fin à sa relation avec Sammy Davis Jr. simplement parce qu'il était noir. À l'époque, Novak était la star numéro 1 du box-office mondial. C'était vrai 1958, 1959 et 1960. Même avec tout ce pouvoir, elle est restée silencieuse. Elle savait que parler aurait pu mettre fin à sa carrière. À cette époque, les studios protégeaient les hommes et se débarrassaient des femmes. 2025. L'histoire de Novak est revenue à la une des journaux. Elle avait 92 ans et était sur le point de recevoir le Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière à la Mostra de Venise. C'était l'une des plus hautes distinctions du cinéma. La cérémonie de remise des prix était prévue du 27 août au 6 septembre. Les organes de presse ont rapidement revisité son interview de 2021. Des articles ont souligné que Curtis était décédé 2010 et qu'il ne pouvait pas se défendre. Malgré tout, ses mots avaient du poids. Le directeur du festival l'a salué comme une véritable icône du vieil Hollywood. Au même moment, un documentaire intitulé « Le vertige de Kim Novak » était sur le point d'être présenté avant-première. Le moment choisi a renouvelé l'attention sur sa vie et sa douleur. Novak a qualifié le prix de rêve devenu réalité. Mais même alors, la joie était mêlée à la tristesse. Pour beaucoup, elle serait toujours liée à ce qu'elle avait subi. Cette souffrance était plus profonde que quiconque ne le savait. Novak a également révélé quelque chose de sa jeunesse qui expliquait tout. Quand elle était adolescente, elle a été violée réunion sur la banquette arrière de la voiture d'un inconnu par plusieurs garçons. Elle ne l'a jamais dit à ses parents. Elle n'est jamais allée à la police. C'est resté caché. Dans une interview de 2012, elle a parlé de l'impact de ce traumatisme sur elle. Chunk 14. Elle croyait avoir hérité d'une maladie mentale de son père, mais le viol a empiré les choses. Ainsi, lorsque l'incident avec Curtis s'est produit en 1958, il a déclenché ses vieilles blessures. Elle a dit qu'elle n'avait jamais signalé son premier viol. Alors, elle a estimé qu'elle devait signaler celui-ci, même si c'était des décennies plus tard. Son silence a toujours eu un prix. Mais sa voix, lorsqu'elle a finalement percé, a changé la façon dont les gens la voyaient, non pas seulement comme une star de cinéma, mais comme une survivante d'une vie de douleur.